Bonjour, tu écoutes NUM, rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale qui résume toute l'actualité des géants du web et de la tech, disponible sur ma chaîne YouTube superfan.fr et également en replay sur toutes les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Nous sommes le samedi 30 novembre 2019 et comme d'habitude, comme tous les samedis, je vais te faire un résumé de toute la semaine digitale. On va d'abord parler des news les plus importantes cette semaine avec cette nouvelle étude du cabinet de recrutement Aravati spécialisé justement dans le recrutement de talents digitaux avec leur étude sur les salaires du digital en 2019. Les métiers du numérique ont aujourd'hui le vent en poupe tant du côté des recruteurs que des candidats, mais quels sont les profils les plus recherchés cette année et quels sont leurs salaires? Salaires de forte hausse pour les pros de la data, du produit, de l'UX, c'est-à-dire de l'expérience utilisateur, user experience, et du développement. Voilà les métiers en forte hausse. D'ailleurs, je te rappelle que tous les articles mentionnés dans ce podcast sont évidemment disponibles dans la description de cette vidéo sur YouTube avec tous les liens directs et également dans le commentaire épinglé sous cette vidéo YouTube. Selon l'étude Aravati 2019, la rémunération des professionnels du digital augmente fortement en 2019 avec plus 12,4% d'augmentation des rémunérations des professionnels du digital contre seulement plus 2,4% pour l'ensemble des cadres, d'après une étude de l'APEC en 2019. 3 fonctions en pénurie. Alors en pénurie, ça veut dire que ce sont des métiers en forte tension qui sont vraiment très demandés. Et donc forcément, il y a une hausse des salaires, une hausse des rémunérations pour ces profils. Les spécialistes de la data sont d'abord concernés. Une forte hausse des salaires obtenus par les data scientists, les data miners, les responsables BI ça veut dire Business Intelligence, c'est aussi un métier lié aux données, et autres architectes data en 2019, plus 12,8% de leur rémunération. Les métiers du produit et de l'UX design aussi sont touchés, les rémunérations augmentent même plus rapidement que celles des professionnels de la data avec une croissance des salaires de plus de 15,2%. Notamment les product owners par exemple, ou UX designer, product manager ou UI designer, UI pour user interface, et évidemment les développeurs, comme dans chaque étude en France. Sans surprise, les développeurs tirent encore leur épingle du jeu en 2019, leur salaire augmente très fortement. La France est désormais 8e au classement mondial des rémunérations perçues par les développeurs. Alors pour les développeurs, je crois que c'est une hausse, si je ne me trompe pas, de plus 30%. C'est énorme. Ouais, plus 30% d'augmentation moyenne des salaires des développeurs en France. Incroyable. Facebook perd des utilisateurs en France. C'est une première historique et c'est pour ça que je t'en parle dès le début de cette vidéo parce que c'est vraiment très important. C'est un tremblement de terre dans notre métier, dans nos métiers du digital, du marketing et de la communication et des médias. Pour la première fois de son histoire, Facebook va voir cette année son nombre d'utilisateurs baisser en France. Alors c'est arrivé évidemment dans d'autres pays, mais c'est une première en France. Et selon les prévisions d'eMarketer, qui est une source crédible, légitime, et reconnu dans le monde du marketing, moins d'un Français sur 2 utilisera encore le réseau social d'ici 2022. Donc apparemment cette tendance va s'accentuer ces prochaines années en France. Les utilisateurs quittent Facebook encore plus vite que prévu. Le cabinet américain eMarketer prévoyait déjà en début d'année un déclin de Facebook en France, mais selon les chiffres publiés dans sa dernière étude, cette chute du nombre d'utilisateurs est plus rapide que prévu. Le réseau social devrait ainsi perdre 1,3% d'utilisateurs dans l'Hexagone, atteignant 27,6 millions de personnes. Cette première baisse du nombre d'utilisateurs ne doit toutefois pas faire oublier que le réseau reste largement leader en France, loin devant Snapchat avec 17,4 millions d'utilisateurs et Instagram avec 15,9 millions d'utilisateurs. Voilà le graphique de eMarketer pour 2020. Facebook toujours premier, Snapchat deuxième, Instagram troisième, puis ensuite Twitter loin derrière avec 4 millions d'utilisateurs. C'est dû aussi aux jeunes, l'exode des jeunes, le scénario longtemps annoncé, déjà en cours dans de nombreux pays. Je vous l'ai annoncé d'ailleurs dans cette émission depuis plusieurs mois, devient donc une réalité aussi en France. Les plus jeunes socionautes, c'est-à-dire les utilisateurs des réseaux sociaux, se détournent de plus en plus du réseau social historique au profit de réseaux plus récents comme Instagram qui appartient de toute façon à Facebook, Snapchat ou de nouveaux entrants comme TikTok.
Selon eMarketer en 2020, les utilisateurs de moins de 25 ans d'Instagram en France dépasseront pour la première fois les utilisateurs français de Facebook sur cette tranche d'âge. Le cabinet souligne par ailleurs qu'en 2019, Instagram en France devrait enregistrer une progression du nombre de ses utilisateurs de plus 10,7% par rapport à 2018, c'est énorme. Plus 10,7% de croissance d'Insta par rapport à 2018 pour atteindre les 14,9 millions de personnes, soit près de 15 millions d'utilisateurs d'Insta en France. Dans le même temps, toujours selon eMarketer, le nombre d'utilisateurs de Snapchat en France devrait atteindre 16,4 millions de personnes en 2019, plus 17,8% par rapport à 2018, tandis que Twitter afficherait seulement 3,9 millions de personnes et une croissance de seulement 2,6% par rapport à 2018. Donc Twitter, le réseau social toujours le moins populaire en France par rapport à Snapchat, Instagram et Facebook. Vidéo, 15,5 millions de téléchargements pour Disney+ en 2 semaines, c'est incroyable, le succès de Disney+. Le lancement du service de SVOD de Disney connaît un démarrage très rapide. Chaque jour, 1,2 million d'exemplaires de l'application est téléchargé, surtout aux États-Unis. Alors je vais te montrer les chiffres. La société Apptopia vient de publier un rapport qui révèle qu'en 13 jours, du 12 au 24 novembre 2019, l'application Disney+ a été téléchargée 15,5 millions de fois et qu'elle a généré 5 millions de dollars d'achat après les montants prélevés par les stores d'applications. 86% des applications téléchargées l'ont été aux États-Unis. Et d'ailleurs, je te rappelle que j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, un tuto pour pouvoir t'abonner depuis la France, avec un VPN évidemment, à Disney+, en changeant ton adresse IP, une adresse IP américaine. Tu peux t'abonner à Disney+, et bénéficier de cette plateforme extraordinaire avec tous les contenus, les films et les séries, notamment Disney, Pixar, Marvel et Star Wars, et la série déjà culte, The Mandalorian, série originale Star Wars disponible sur Disney+, qui fait un carton à travers le monde. L'application s'est classée numéro 1 des applications aussi bien sur iOS, Apple, que sur Google Play aux États-Unis. Incroyable. Alors quand on regarde la distribution des stats, aux États-Unis c'est 85% des téléchargements. Le Canada représente 7% des téléchargements de l'application Disney+. La Nouvelle-Zélande 3,50%. L'Australie 2,60% et les Pays-Bas, le seul pays européen à avoir la chance d'avoir Disney+, les Pays-Bas 1,10% puisque la version bêta de Disney+ avait été lancée il y a quelques mois en Hollande. Un impact limité sur la concurrence. Selon les mesures réalisées par Apptopia sur le marché américain, le lancement de Disney+ n'a pas eu d'impact, pour l'instant, sur les tendances de téléchargement et les sessions d'utilisation des principaux concurrents de Disney+, que sont Netflix, Amazon Prime Video et HBO. Aux États-Unis, ils ont aussi Hulu, ESPN et Roku. Mais Hulu, c'est aussi Disney. ESPN aussi, d'ailleurs. Les États-Unis sont au rendez-vous. Disney+ a enregistré en moyenne 25,6 millions de sessions par jour. Ces chiffres vraiment donnent le tournis. Au cours de la dernière semaine, étant donné qu'il y a eu 15,5 millions de téléchargements de l'application sur une période de 2 semaines, c'est un signe que les gens sont très satisfaits par la plateforme Disney+. De son côté, Paro Analytics, une autre société qui fait aussi des études sur le streaming, nous apprend que The Mandalorian s'est immédiatement hissé en tête des programmes les plus regardés aux États-Unis. Donc à gauche, là tu peux voir, si tu regardes ma vidéo YouTube, à gauche tu peux voir les séries en général, donc c'est aussi télévision et streaming, et à droite les séries exclusivement digitales, entre guillemets, de services SVOD, et The Mandalorian est numéro 1, dans les deux catégories, Mandalorian numéro 1. Pour les services de SVOD, donc The Mandalorian, première série au monde, la série la plus regardée, la plus streamée, la plus recherchée sur internet, la plus demandée aux États-Unis. Ensuite, deuxième position, Stranger Things. Troisième position, Titan, excellente série. DC, une série très très sombre, qui est formidable, et qui est disponible en France sur Netflix pour l'instant, tant que DC Universe n'a pas encore été lancé en France. Donc, Disney+, c'est 15,5 millions de téléchargements en seulement 2 semaines. Un succès, on peut le dire.
Astralis, bientôt la première équipe e-sport en entrée en bourse. Je commence toujours mes vidéos Num Rendez-vous par les news les plus importantes, et ça l'est vraiment, parce que c'est aussi une première historique. C'est la première fois qu'une équipe d'e-sport dans le monde va entrer en bourse. Le groupe danois d'e-sport Astralis prévoit d'entrer en bourse au Danemark prochainement, exactement au Nasdaq, First North Growth Market. Il s'agirait de la première équipe d'e-sport à sauter le pas de l'entrée en bourse selon Bloomberg. La date exacte de l'IPO, IPO ça veut dire l'entrée en bourse, n'a pas été communiquée. Présente sur le terrain depuis 2016 seulement, l'équipe Astralis est aujourd'hui classée numéro 1 mondial du jeu vidéo de tir à la première personne FPS, Counter-Strike Global Offensive, grâce auquel elle a déjà engrangé plusieurs millions de dollars dans des tournois d'e-sport. Et ouais, quand tu participes à des tournois de jeux vidéo, tu peux récupérer des millions et des millions de dollars de gains, mais aussi être sponsorisé et gagner encore plus d'argent. Partenaire de sociétés comme Audi, Jack & Jones, Unibet, Logitech ou encore Secret Lab, Astralis se voit plus grand et cherche de nouveaux investisseurs. Cette entrée en bourse lui permettrait d'investir dans des outils pour améliorer la performance de ses équipes et dans son pôle commercial, ainsi que d'attirer de nouvelles teams. L'IA, l'intelligence artificielle, ne peut être vaincue. Le champion de Go, qui avait affronté AlphaGo, arrête sa carrière et prend sa retraite. C'est pas une blague, c'est vrai. Hein. Je dis souvent ici que l'IA ne pourra être vaincue et qu'évidemment l'IA va dépasser l'intelligence humaine très rapidement. Eh bien, voilà ce qui se passe actuellement dans le monde du Go. Le joueur sud-coréen Lee Sedol, qui avait tenté de vaincre AlphaGo dans une série de 5 matchs, prend sa retraite. Face à la suprématie de l'IA, l'un des meilleurs joueurs de Go dans le monde prend sa retraite. Terrassé par l'IA, ce maître du jeu de Go jette l'éponge. Après avoir réussi à vaincre l'IA de Google, le temps d'une seule partie, ce maître du jeu de Go a finalement décidé de prendre sa retraite. Beau joueur, ce dernier jouera un ultime match de gala contre une intelligence artificielle, mais cette fois-ci coréenne. Le champion du jeu de Go, Lee Sedol, dit ne plus pouvoir rivaliser avec l'IA de DeepMind, qui appartient à Google. Le sud-coréen prend sa retraite et affirme que l'intelligence artificielle est désormais invincible. Évidemment, comme d'habitude, je te tiendrai au courant des progrès de l'intelligence artificielle à travers le monde, notamment aux États-Unis, en Chine, au Japon et en Corée, dans cette émission. Le chinois TikTok est le seul réseau social aussi populaire à l'est qu'à l'ouest. Alors pourquoi je parle de TikTok ? C'est parce qu'il y a un énorme événement cette semaine. TikTok Ads a été lancé en France. Désormais, les entreprises françaises, les annonceurs français peuvent communiquer sur TikTok, peuvent acheter des espaces publicitaires, que je vais te détailler dans cette vidéo dans quelques secondes. En pleine guerre froide numérique entre Chinois et Américains, et entre les deux, il y a l'Europe qui est juste un observateur, on va dire, ou un régulateur. Et la France est un nain numérique, à côté des Chinois et des Américains. L'application aux milliards d'utilisateurs connaît un succès partout dans le monde, mais la classe politique occidentale soupçonne le réseau social préféré des adolescents à travers le monde, notamment aux États-Unis, en Inde, en Chine et en France, de censure. La fin d'une exception, s'interroge Philippe Escande, éditorialiste économique au Monde, un article vraiment très très intéressant que je t'invite à lire dans Le Monde. TikTok suspend le compte d'une ado qui dénonçait la détention de Ouïghours en Chine, puis s'excuse. Feroza Aziz avait publié un faux tutoriel maquillage pour sensibiliser ses abonnés à la cause des Ouïghours, une minorité musulmane, en Chine. Son compte a été suspendu 2 jours plus tard, le 16 novembre. Le New York Times, qui est un journal très sérieux aux États-Unis, l'équivalent du Monde ou du Figaro, publiait une enquête sur le terrible sort réservé aux Ouïghours en Chine. Cette minorité musulmane est persécutée dans le pays où des camps d'internement, certains journalistes disent même des camps de concentration, ont été créés pour les enfermer. Une adolescente qui avait voulu sensibiliser ses abonnés à cette cause sur TikTok, quelques jours plus tard, a vu son compte suspendu. La plateforme, déjà pointée du doigt pour des faits de censure, s'en est finalement excusée, j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois dans cette émission. Un faux tutoriel maquillage. Et l'adolescente en question s'appelle Feroza Aziz. Son compte TikTok est populaire. Ses vidéos font entre 50 000 et 3 millions de vues. Et elle compte 64 000 abonnés. Difficile de dire combien sont arrivés depuis la médiatisation de cette affaire. C'est un faux tutoriel maquillage qui lui a valu de se faire suspendre son compte. Elle y recommandait, entre 2 recourbages de cils, de s'intéresser au sort des Ouïghours et au mauvais traitement
qui leur sont infligées en Chine. Voilà, c'est elle. Alors son compte a été suspendu, mais suite au scandale, évidemment TikTok a fait marche arrière et ils ont désormais autorisé de nouveau son compte. La vidéo est vite devenue virale grâce au partage sur TikTok et les autres réseaux sociaux où elle a été republiée. Elle compte plus de 600 000 j'aime et a été partagée 42 000 fois rien que sur TikTok. Elle aurait été vue 1,5 million de fois. L'internaute a expliqué qu'elle faisait semblant de faire des tutoriels maquillage pour éviter que l'application ne ferme son compte en repérant le fait qu'elle publiait des discours politiques. TikTok a d'abord indiqué qu'il ne censurait pas les contenus de nature politique à la BBC. Il a reconnu cependant avoir suspendu une vidéo de Feroza Aziz, mais selon la plateforme, ce serait uniquement car elle contrevenait au règlement sur le terrorisme. Donc pour TikTok, ils ont bloqué son compte parce qu'elle faisait apparemment l'apologie du terrorisme. L'entreprise a ensuite publié un communiqué plus complet sur le sujet. Elle y explique que l'utilisatrice avait écopé d'un premier bannissement pour une vidéo satirique dans laquelle on voyait Oussama Ben Laden. Cette vidéo dérogeait aux règles sur le terrorisme, effectivement. La vidéo sur les Ouïghours avait été publiée sur un autre compte de l'américaine, mais à partir du même smartphone le 23 novembre. Or, le 25 novembre, TikTok a fait le ménage parmi les comptes. Elle a désactivé ceux qui étaient gérés depuis des appareils qui avaient servi à publier des contenus contraires à ses règles sur le terrorisme. Évoquant une erreur de modération, comme d'habitude, TikTok a présenté ses excuses. L'application assure avoir remis en ligne la vidéo en moins d'1 heure après que l'erreur lui a été signalée. Ce n'est pas pour rien que TikTok se montre sévère au sujet du terrorisme. Au mois de novembre, l'application a été pointée du doigt car des membres d'organisations terroristes tentaient de recruter de nouveaux membres sur la plateforme. Elle avait aussi été accusée de censurer des contenus peu avantageux pour le gouvernement chinois. Elle s'était expliquée à ce sujet et avait assuré que ces règles n'étaient plus d'actualité depuis plusieurs mois maintenant. Mais là, il y a eu une étude récente qui contredit apparemment les dires de TikTok, les déclarations de TikTok. La société mère de TikTok, ByteDance, start-up la mieux valorisée à travers le monde, start-up chinoise, travaillerait avec le Parti communiste chinois pour faire de la propagande sur le Xinjiang. Selon un nouveau rapport de l'Institut australien de stratégie politique, l'ASPI, la société mère de l'application vidéo TikTok travaille en étroite collaboration avec le gouvernement chinois. Donc jusqu'ici c'est normal, toutes les entreprises tech doivent collaborer et travailler en étroite collaboration avec le gouvernement chinois. Elles le font toutes, que ce soit Huawei, Tencent et TikTok également. Mais ce qu'on apprend selon cet article, c'est que ce serait pour faciliter les atteintes aux droits des Ouïghours musulmans dans la région autonome occidentale du Xinjiang. Donc là je cite l'article de Business Insider. Le rapport intitulé Mapping China's Tech Giants a examiné la manière dont les grandes entreprises de technologie chinoises étaient impliquées dans la surveillance et la censure menée par l'État en utilisant l'intelligence artificielle l'IA sous forme d'applications et de sites internet populaires. ByteDance, la société mère de la célèbre application vidéo TikTok, a été mentionnée dans le rapport aux côtés d'autres grandes sociétés de technologie chinoises comme Huawei, Tencent, Alibaba et d'autres, qui, selon ASPI, ont un comportement profondément immoral dans la région du Xinjiang, où leurs travaux soutiennent et permettent directement des violations massives des droits de l'homme. La Chine a été accusée de gérer des centres de détention et des camps de travail forcés dans la région du Xinjiang. Des entretiens avec des personnes détenues dans les établissements révèlent des allégations de passage à tabac et de privation de nourriture, ainsi que d'expériences médicales sur des prisonniers qui seraient torturés. La Chine a reconnu l'existence de certains camps de rééducation, entre guillemets, mais a nié à plusieurs reprises toute allégation d'abus dans ces établissements. Dans sa recherche, l'ASPI a ciblé ByteDance et prétend qu'elle a agi aux côtés du Parti communiste afin de faire respecter les lois strictes de censure du pays. ByteDance collabore avec des bureaux de la sécurité publique à travers la Chine, y compris dans le Xinjiang, où elle joue un rôle actif dans la diffusion de la propagande du gouvernement sur le Xinjiang, peut-on lire dans le rapport. Alors la réponse, est-ce qu'on a la réponse de ByteDance ? Voilà. Un porte-parole de ByteDance a déclaré à Business Insider qu'il ne cautionnait pas le fait que des policiers partagent du contenu sur Douyin en tant que plateforme. Alors Douyin, c'est la version chinoise de TikTok.
En tant que plateforme de contenu généré par les utilisateurs en Chine, là je cite, Douyin permet aux particuliers, aux organisations et aux institutions, y compris les groupes civiques et les services d'ordre, de créer des comptes d'utilisateurs. Cette pratique est comparable à la façon dont les réseaux sociaux d'autres pays permettent à des organisations semblables, y compris les organismes de force de l'ordre, de créer des comptes à des fins comme des alertes pour éviter des crimes. Douyin ne soutient pas le contenu généré par ses utilisateurs, mais plutôt à l'instar de Twitter ou Facebook, fournit une plateforme à tous ses utilisateurs. Il a ajouté que ByteDance ne produit, n'exploite ni ne diffuse aucun produit ou service lié à la surveillance. Un représentant de TikTok a déclaré à Business Insider que l'application ne supprime pas le contenu basé sur les sensibilités liées à la Chine. Le gouvernement chinois ne nous a jamais demandé de supprimer un contenu et nous ne le ferions pas si on nous le demandait. Point final. Nous ne sommes pas influencés par aucun gouvernement étranger, y compris le gouvernement chinois. TikTok n'opère pas en Chine et nous n'avons aucune intention de le faire à l'avenir. Et oui, puisque TikTok, la version internationale de TikTok, n'est pas basée en Chine. Eh bien, malgré la censure, malgré les accusations de censure, les accusations de propagande, TikTok lance en France les TikTok Ads pour les entreprises françaises. TikTok révèle ses offres publicitaires pour les annonceurs français, 5 formules et un maître mot, la créativité. Donc ces articles vont plutôt intéresser, c'est vrai, les professionnels du digital. Je sais qu'ils sont nombreux à m'écouter chaque semaine. Un succès vertigineux pour TikTok. L'application présente en France depuis août 2018 connaît un succès qui donne le tournis. 4 millions d'utilisateurs actifs mensuels, essentiellement très jeunes, situés dans la tranche de 10 à 14 ans. C'est vrai que mes étudiants qui ont plus de 18 ans, qui ont entre 18 et 25 ans, ne sont pas du tout sur TikTok, ils l'utilisent très très peu. C'est plutôt leurs petites sœurs ou leurs petits frères qui sont sur TikTok. En un an, TikTok c'est aussi 270 millions de vidéos créées et 10 millions de partages, 11 milliards de likes reçus et 12 milliards donnés. Dans le monde, le chiffre de 1,5 milliard de téléchargements a été atteint le 18 novembre. Je vous en parlais justement la semaine dernière. Voici donc les différents formats publicitaires proposés par TikTok. Il y en a 5. Premièrement, le hashtag challenge, très populaire sur la plateforme TikTok. Cette formule propose aux annonceurs de faire relever aux utilisateurs un défi autour de la marque, qu'il soit partagé, entraînant viralité et appropriation de la marque par les utilisateurs. Brand Takeover, deuxième format. Plus classique, il est question ici pour l'annonceur de placer une vidéo à l'ouverture de l'application. Troisième format, InFeed. Ici aussi un format classique que l'on peut retrouver sur d'autres réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook. Il s'agit d'une vidéo insérée dans le flux de recommandations de l'utilisateur. Ensuite, quatrième format, Top View. L'offre publicitaire qui semble être une offre premium. Une vidéo d'ouverture qui accompagne l'utilisateur vers son flux pour toi. Et enfin, cinquième format, effet sponsorisé. Comme son nom l'indique, il est question ici de créer un filtre et des effets spéciaux sur mesure de la marque qui sera dès lors directement intégré au contenu créé par les utilisateurs comme le fait Snapchat d'ailleurs. Alors je vais te donner les prix, et oui, puisqu'on a déjà les CPM, les coûts par mille, les prix de ces publicités sur TikTok. TikTok Ads est disponible en France. Les détails de l'offre publicitaire. TikTok ouvre sa plateforme aux annonceurs français. Il n'y a pour l'instant pas de self-service. Ça, c'est une information importante. Il n'y a pour l'instant pas de self-service. Vous devez être accepté par TikTok avant de pouvoir diffuser. Donc, TikTok doit valider votre compte. Au niveau des formats, TikTok propose globalement 3 grandes mécaniques. Les 2 premières mécaniques sont des publicités in-feed, avec 2 formats différents, Campaign Heater et Fanbase Booster. La première mécanique permet de diriger vers une landing page, c'est-à-dire une page de destination, et de générer, par exemple, du téléchargement d'applications. La seconde vise à augmenter le nombre de fans sur un profil de marque TikTok. Voilà à quoi ça ressemble. Ça, ce sont les options in-feed. Donc à gauche, tu as le Campaign Heater et à droite, le Fanbase Booster. Autre format proposé, la Splash Page, qui permet de diffuser une image ou vidéo pendant 3 à 5 secondes à l'ouverture de l'app et de rediriger vers une landing page, une page de destination, une page ciblée, choisie sur ton site internet par exemple. Un format parfait si vous n'avez pas de stratégie TikTok mais souhaitez toucher cette audience. Ça c'est intéressant. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est une vidéo de 3 à 5 secondes, Splash Page. Dès qu'ils ouvrent l'app,
ils pourront voir votre publicité. Un pricing au CPM, au coût par mille, qui est de, comme tu peux le voir sur ce tableau, de 8$ dans toute l'Europe, dans la plupart des pays européens, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Pologne, etc. 8$ pour le CPM. Pour tous les formats. Au niveau des prix, le pricing est au CPM. Le format in-feed vidéo coûte 8$ pour 1000 impressions. Idem pour le format splash page. C'est un tarif élevé, surtout qu'il n'y a pas de plateforme en libre service, donc très peu d'annonceurs et un très gros inventaire disponible. Alors au niveau du prix minimum de la campagne, du budget minimum que tu dois avoir pour faire de la pub sur TikTok. Voilà les infos, comme tu peux le voir. Le coût minimum d'une campagne est de 3000$ avec des options très restreintes et un ciblage basique. Pour un ciblage avancé et plus d'options créatives, vous devez débourser 5000 ou 8000$ minimum. Il y a aussi des options au CPT, ce qu'on appelle le cost per time. TikTok propose aussi une tarification au cost per time, sûrement à la journée, avec un nombre d'impressions garanti. Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site de l'annonceur, puisque TikTok a créé un site dédié à sa régie pub qui s'appelle ads.tiktok.com, ads.tiktok.com, et je vais te mettre évidemment le lien dans la description de cette vidéo sur YouTube. On va passer maintenant au reste de l'actualité. Je vais te parler de Google, Apple, Facebook, Amazon, des dernières news de ces derniers jours. Google Photos vous permet enfin d'identifier une personne manuellement. Si l'application le faisait automatiquement, elle n'était pas toujours très précise. Apple vient de perdre le designer emblématique de l'iPhone. Ça fait des mois que je t'en parle, mais cette fois-ci c'est une réalité. Le designer Johnny Ive a définitivement quitté Apple. C'est lui notamment qui était à l'origine des designs d'Apple depuis 1996. Il avait fait l'iMac G3, il avait fait aussi le Mac Mini, le MacBook Air, l'iPad ou l'Apple Watch et évidemment l'iPhone en 2007. C'est lui là que tu vois sur la photo. En Russie, Apple Plans fait de la Crimée un territoire russe. Depuis 2014, l'Ukraine n'a plus la souveraineté sur la péninsule de Crimée, une réalité que représente désormais Apple lorsque ses services sont utilisés en Russie. Apple critiqué par l'Ukraine pour avoir mis la Crimée en Russie dans Apple Maps. Apple Maps montrerait la Crimée annexée par la Russie aux dépens de l'Ukraine en 2014 comme faisant partie de la Russie. Apple cède à la pression russe face au débat sur la Crimée. Désormais, les appareils Apple en Russie afficheront le territoire de la Crimée comme appartenant à la Russie, une décision à l'encontre de la communauté internationale. Bon, c'est pas la première fois, on est habitué avec Apple qui cède souvent à la Russie ou à la Chine. Dès qu'ils sont en face de gros marchés et de pays puissants, eh bien, Apple courbe les Chines. Donc c'est pas la première fois, on est habitué à ces décisions d'Apple qui fait pareil avec la Chine. Pas de recours collectif pour les 29 millions de personnes aux données exposées à cause d'une faille de Facebook. L'affaire qui date de septembre 2018 a constitué le piratage de données le plus important de l'histoire de Facebook, et ça c'est vraiment très important. Le mardi 26 novembre, un juge fédéral de San Francisco a déclaré que les 29 millions de personnes dont les données avaient été piratées sur Facebook en septembre 2018 ne pourront pas poursuivre en groupe le réseau social pour obtenir des dommages et intérêts. La seule poursuite de groupe possible sera pour imposer à Facebook la mise en place de meilleures normes de sécurité. Le juge a justifié sa décision en expliquant que les dommages et intérêts éventuels devaient faire l'objet d'une étude individualisée pour déterminer le temps passé par chacun des utilisateurs pour contenir les dégâts de ces révélations. Il a également expliqué que la valeur réduite des données volées ne constituait un préjudice suffisant. Les 29 millions de personnes concernées par le piratage ont eu différentes données personnelles exposées, le sexe, la religion, l'adresse électronique, le numéro de téléphone, historique de recherche. Cette décision est évidemment une défaite pour les victimes, franchement je m'y attendais pas. Les procédures risquant d'en être alourdies, Facebook de son côté échappe à une amende totale potentiellement très élevée. Dans une affaire similaire, Uber avait tenté de couvrir le piratage de 57 millions de comptes, ce que n'a pas fait Facebook, et Uber avait été condamné à 150 millions de dollars d'amende. Les avocats de Facebook n'ont toutefois pas réussi à dissuader le juge d'autoriser une action collective pour imposer à Facebook d'améliorer ses normes de sécurité. Malgré leur argument selon lequel la faille avait été comblée, le juge a déclaré « Les pertes répétitives de la vie privée des utilisateurs sur Facebook constituent un besoin de supervision à long terme, évidemment ».
Facebook rachète Beat Games, spécialiste du jeu en réalité virtuelle. Ça s'est passé assez inaperçu cette semaine, hein. Mais c'est un achat important pour Facebook. Déjà installé dans le domaine de la réalité virtuelle, VR, avec sa filiale Oculus, Facebook se renforce dans ce secteur en enregistrant lundi 26 novembre l'acquisition de Beat Games, studio indépendant de jeux vidéo en réalité virtuelle basé à Prague. Facebook lance discrètement une nouvelle application pour les ados, je t'en ai déjà parlé ces dernières semaines. Le lancement d'applications satellites a toujours été un sujet polémique chez Facebook, souvent pour tester un marché ou pour tenter de s'inscrire dans une tendance. Peu de succès sont en réalité à mettre au compteur de la firme de Menlo Park. C'est un générateur de mèmes. Le nouveau fait d'armes de l'équipe de Facebook s'appelle Whale. Il s'agit d'une application servant à fabriquer des mèmes et se voit clairement destinée à un public adolescent. Pour l'heure, l'application n'est disponible qu'au Canada. Voilà à quoi ça ressemble. Black Friday. Des associations manifestent devant le siège français d'Amazon pour dénoncer la surconsommation. Les actions contre Black Friday se poursuivent et Amazon est au cœur des tensions. Le vendredi 29 novembre, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées dans la matinée devant le siège français du géant du e-commerce à Clichy, dans les Hauts-de-Seine, en banlieue parisienne, pour dénoncer la surconsommation et ses conséquences écologiques, ont constaté des journalistes de l'AFP, réunis notamment à l'appel des associations Attaque et Greenpeace. Pour cette action présentée comme non violente et joyeuse, les manifestants ont déroulé des banderoles hostiles à l'entreprise dirigée par Jeff Bezos. Ils se sont ensuite assis devant le siège de l'entreprise au cri de « On dit stop au Black Friday et son impunité ». Amazon, peut-on redorer sa réputation sans jamais rien changer concrètement ? C'est un excellent article du blog du communicant. Amazon va embaucher 200 000 saisonniers pour les fêtes. Ces embauches temporaires se feront aux États-Unis dans les centres logistiques afin d'absorber le traitement des commandes. Amazon veut de la reconnaissance faciale dans ses sonnettes vidéo. Ring, racheté par Amazon, a créé une application de surveillance grâce aux sonnettes vidéo vendues à des particuliers et dont les données enregistrées sont transmises à la police. Amazon a mis au point une nouvelle puce ARM bien plus puissante pour doper ses serveurs. Alexa, d'Amazon, va désormais prendre une voix triste pour vous annoncer la défaite de votre équipe préférée. Amazon met à jour Alexa qui va pouvoir désormais diffuser des émotions en fonction de l'information demandée. Waouh! Présents dans des millions de foyers, les assistants vocaux font désormais partie de notre quotidien et nombreux sont les utilisateurs à questionner Siri, Alexa ou Google Assistant sur la météo à venir, les résultats sportifs de la veille ou encore la meilleure recette pour les lasagnes végétariennes. Des assistants vocaux toujours plus intelligents, mais dont le côté humain laisse forcément un peu à désirer. Du côté de chez Amazon, on a décidé d'insuffler davantage d'émotion au cœur de l'assistant vocal maison Alexa. Le géant américain explique avoir ainsi optimisé son système afin de lui conférer de nouveaux styles d'expression, mais aussi certaines émotions. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez permettre à Alexa de répondre avec un ton heureux ou excité, ou déçu, ou empathique. Aux États-Unis, les réponses émotionnelles sont particulièrement pertinentes dans les catégories jeux vidéo et sport, indique le groupe. Donc si ça arrive déjà aux États-Unis, ça veut dire que ça va arriver bientôt en France également. Natu, Netflix, Tesla, Uber. Netflix peut souffler, l'arrivée de Disney+ ne lui a pas fait perdre d'abonnés. La plateforme de streaming résiste, pour l'instant, plutôt bien à l'arrivée de cette nouvelle concurrence. La police de Dubaï passe commande d'un Tesla Cybertruck. Surprise, la police de Dubaï a passé commande à Tesla pour équiper sa flotte d'un Cybertruck. Bizarrement, celui-ci est annoncé pour l'année prochaine déjà. Voilà, ça ressemble à ça. Donc ils ont mis le Cybertruck aux couleurs de Dubaï. Et ce qui est assez surprenant, c'est que c'est annoncé pour 2020. La très populaire police de la ville des Émirats Arabes Unis souhaite recevoir son exemplaire dès 2020. Alors que normalement, les premières livraisons étaient pour 2021. Tesla a effectivement planifié l'entrée en production de son Cybertruck pour 2021. Tu as dû voir des photos, des vidéos partout de cette vidéo de démonstration avec Elon Musk qui lançait des pierres ou je ne sais quoi dans les vitres qui se sont cassées finalement. Il y a eu un gros fail au niveau de la démonstration avec cette voiture inspirée de Blade Runner.
et des années 80. Uber perd le droit d'opérer à Londres. Oui, Uber a perdu sa licence à Londres. Et en France, Uber n'a plus le droit d'exercer à Londres. L'autorité des transports londonienne a annoncé lundi 25 novembre avoir refusé de renouveler la licence d'exercer de la plateforme de réservation de voitures Uber dans la capitale britannique. Uber n'est pas apte à détenir une licence à Londres, a déclaré Transport for London, TfL, dans un communiqué en raison de défaillances qui mettent en danger les passagers. La licence d'Uber à Londres expirait ce lundi à minuit. La société californienne a cependant aussitôt annoncé qu'elle ferait appel de cette décision, ajoutant qu'elle continuerait de fonctionner jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue. Autre news tech de la semaine, Vinted, la plateforme qui cartonne en ce moment, et qui fait plein de pubs en France, à la télé notamment. La plateforme de vente de seconde main d'articles d'occasion a levé 128 millions d'euros pour la plateforme de vente. Les affaires marchent plutôt bien. Beaucoup de gens pensent que Vinted est une appli française, pas du tout. C'est une start-up lituanienne et d'ailleurs la start-up Vinted devient la première licorne lituanienne. Vinted annonce une levée de fonds de 128 millions d'euros menée par un nouvel investisseur, Lightspeed Venture Partners, avec la participation d'investisseurs historiques tels que Sprints Capital, Inside Venture Partners, Accel et Burda Principal Investment. À cette occasion, l'entreprise devient la première licorne lituanienne, c'est-à-dire une start-up valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Vinted revendique 10 millions de membres en France déjà. Présente dans 11 autres pays, l'entreprise en compte 23 millions au total avec l'Hexagone, où elle est arrivée en 2013 comme plus grand marché. Jack Dorsey, le directeur général de Twitter, préfère utiliser le moteur de recherche DuckDuckGo plutôt que Google. DuckDuckGo qui est un moteur de recherche qui ne t'espionne pas, contrairement à Google. Confronté à la question du deuil, Twitter renonce à supprimer les vieux profils inactifs. Le réseau social avait prévu de supprimer tous les comptes inactifs n'étant pas en mesure de se connecter au site avant le 11 décembre. Finalement, Twitter ne supprimera pas les comptes inactifs en décembre. Le projet est reporté. Twitter fait volte-face, les comptes inactifs ne seront finalement pas supprimés en décembre, alors je vais t'expliquer pourquoi. Une décision liée à la conformité au RGPD. Pourquoi Twitter suspend la suppression des comptes inactifs ? Eh bien, c'est parce que certains utilisateurs ont soulevé un point auquel Twitter n'avait visiblement pas pensé. Les comptes des personnes décédées, de facto inactifs, allaient être supprimés aussi. Twitter a entendu les utilisateurs et suspend son plan de suppression des comptes inactifs jusqu'à ce qu'un moyen de commémorer ces comptes soit trouvé et développé pour la mémoire. Les comptes Twitter inactifs bénéficient ainsi d'un sursis d'au moins plusieurs mois. Twitter teste un nouveau mode de conversation. Après avoir testé plusieurs fonctionnalités cette année, le réseau social se prépare pour le grand saut en 2020. Des petits tests. Ainsi, au lieu de voir les tweets se placer les uns à la suite des autres, ils seront désormais reliés par des branches grises qui, grâce à leurs indications, rendent la conversation des internautes plus lisible. Voilà, ça ressemblerait à ça. Ça ressemblerait à ça. Je te montre une capture d'écran là, de ce test des nouvelles conversations sur Twitter. Le tweet original est mis en avant à l'aide d'une petite icône représentant un microphone semblable à Reddit, indique TechCrunch. Cette nouvelle présentation permet d'identifier la personne qui a lancé la conversation, mais l'accent est surtout mis sur l'affichage des fils eux-mêmes. Les tweets que vous écrivez seront également mis en évidence sur votre affichage. Revolut, la banque en ligne, lance les prélèvements bancaires au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, les paiements par carte constituent la majorité, 53%, des paiements électroniques, mais le prélèvement bancaire, qui représente aujourd'hui 5% des paiements électroniques dans le pays, progresse rapidement, avec une croissance par exemple de 30,2% entre 2015 et 2017. Une progression révélatrice d'une population au fort taux de bancarisation et d'un système largement répandu, utilisé par 9 adultes sur 10 au Royaume-Uni pour payer leurs factures. Le prélèvement bancaire représente donc déjà la première méthode utilisée pour les paiements récurrents dans le pays. Revolut devient donc un nouvel acteur du prélèvement bancaire au Royaume-Uni.
Selon une étude, 25% des jeunes sont accros à leur smartphone. L'addiction au smartphone ne serait pas sans lien avec de nombreux problèmes de santé mentale, tels que l'anxiété ou la dépression. Les hôtels sont devenus des nids de pirates informatiques et voici pourquoi. L'industrie de l'hôtellerie ne connaît pas de répit dans sa lutte contre la cybercriminalité. Kaspersky a publié jeudi un article de recherche sur une campagne ciblée appelée Revenge Hotels. Et oui, c'est très dangereux quand tu te connectes à des Wi-Fi publics, notamment dans les cafés, dans les restaurants, dans les hôtels ou dans les bars. Tu peux te faire pirater facilement. Au Québec, un éthylotest high-tech bloquera la voiture des conducteurs alcoolisés déjà condamnés. Au Québec, l'éthylotest devient obligatoire pour les conducteurs déjà condamnés pour conduite en état d'ivresse. Ils devront souffler avant de prendre le volant. C'est une très bonne initiative, je trouve. À quand en France ? News en provenance de la Chine maintenant, des marques chinoises. Diffuser un deepfake en Chine constitue désormais un crime. Comme la Californie aux États-Unis, la Chine décide de sévir contre les internautes qui voudraient faire passer de fausses informations grâce à cette technique d'intelligence artificielle. C'est-à-dire des gens qui utilisent en fait un visage d'une personne connue, ou d'une personne anonyme d'ailleurs, et la fait parler à l'aide d'une vidéo, d'une photo. On peut en fait tout te faire dire, des choses que tu n'as même pas dites. Huawei conteste sa mise à l'index par les États-Unis soumis à un embargo de fait outre-Atlantique. Huawei a décidé de réagir et porte plainte devant la justice américaine pour contester les décisions de l'administration Trump. Le conflit se durcit entre Washington et les constructeurs chinois. Par peur, l'Espagne écarte Huawei de ses données sensibles. Au sein du ministère de la Défense en Espagne, les appareils électroniques Huawei ne pourront plus être utilisés par les employés pour leurs tâches professionnelles. Face à la domination de Huawei en Chine, Xiaomi s'appuie sur l'étranger. La quatrième plus grosse marque de téléphonie dans le monde annonce que 50% de ses revenus proviennent de ses exportations. En Chine, Huawei domine évidemment le marché. Oppo, autre marque chinoise, annonce le smartphone 5G le plus fin du marché. Alors que le Reno 3 sera présenté en décembre, Oppo proposera une variante baptisée Reno 3 Pro qui aura la particularité d'être extrêmement fin. Le chinois Ant Financial veut investir $1 milliard dans les fintechs asiatiques, c'est Alibaba. La maison mère d'Alipay, détenue par le milliardaire Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, prévoit de lever $1 milliard pour un fonds d'investissement dédié aux startups basées en Inde et en Asie du Sud-Est. Ce nouveau véhicule d'investissement ciblerait plus particulièrement les jeunes pousses spécialisées dans les paiements et les services financiers en ligne. News France maintenant. Paris expérimente des aires de chargement pour trottinettes électriques. La start-up Charge a annoncé mercredi un partenariat avec la ville de Paris afin d'expérimenter le déploiement d'aires de parking et rechargement pour trottinettes électriques en partenariat avec des opérateurs de mobilité. Les Français n'aiment toujours pas les chatbots, ils ont raison parce qu'ils sont bien cons en ce moment. Ils sont toujours assez idiots pour l'instant les chatbots. Malgré tous les efforts déployés par les marques pour rendre la relation client plus fluide grâce à l'IA, les consommateurs eux ne semblent toujours pas convaincus, surtout en France. Selon une récente étude, 36% des Français préféreraient ainsi ne jamais avoir à interagir avec des chatbots. Je suis d'accord avec ça. Ça m'emmerde les chatbots. Pour l'instant, ils sont pas assez évolués. Le futur cybercampus français prêt l'année prochaine. Le futur campus français de cybersécurité réunissant entreprises, universités et organismes publics pourrait commencer à fonctionner dès la fin 2020 ou le début 2021, a estimé jeudi le patron d'Orange Cyberdéfense, chargé par le Premier ministre de faire des propositions sur le sujet. La France est en retard sur la 5G, comme d'habitude. Mais les licences seront attribuées avant juin 2020. Les licences 5G devraient être définitivement attribuées d'ici à juin 2020. C'est ce qu'a assuré le gouvernement, alors que le processus tend à traîner en longueur. Ailleurs en Europe, plusieurs pays se sont déjà lancés, évidemment. Le gouvernement vise 3 millions de covoitureurs quotidiens d'ici 5 ans. La ministre des Transports a présenté plusieurs initiatives visant à promouvoir le covoiturage pour les trajets domicile-travail.
Taxe GAFA, le gouvernement américain veut rendre coup pour coup à la France. Les conclusions de son enquête seront rendues la semaine prochaine et la France saura à quelle sauce elle sera mangée. Les Français et l'administration numérique, encore du pain sur la planche. Le baromètre du numérique publié par l'ARCEP mardi accordait une section complète au rapport qu'entretiennent les Français avec les services numériques de l'administration et force est de constater qu'ils sont loin d'être au beau fixe. La start-up Toucan Toco lève 8 millions d'euros auprès de Balderton Capital. Toucan Toco qui est une entreprise de big data en fait. C'est une plateforme qui permet de délivrer des indicateurs de performance faciles à comprendre pour les collaborateurs d'une entreprise. Entreprise basée en France. Le Monsieur Cuisine Connect de Lidl est de retour. Il est remis en vente. Quel risque pour votre vie privée? Lidl remet en vente 150 000 exemplaires du best-seller de son robot cuiseur le lundi 2 décembre, 6 mois après que Numérama a mis au jour des vulnérabilités au niveau de la sécurité de sa tablette, ainsi qu'aux micros inactifs non mentionnés. Mais que risquez-vous vraiment à acheter ce produit? Alors évidemment, tu peux toujours te faire pirater, puisque c'est la même version. C'est exactement la même version que celle qui avait été vendue en juin. Donc le micro sera toujours là, déporté et inactif, mais il peut être activé à distance. Donc il y a une très faible probabilité que tu sois piraté, mais c'est tout à fait possible. Alors pour éviter cela, il te suffit tout simplement de déconnecter ton robot cuiseur à Internet. Voilà, c'est la solution la plus simple. Le risque que votre voisin détourne le micro à distance, d'autant plus de votre Monsieur Cuisine Connect pour vous espionner en train de mitonner de bons petits plats, est très très faible. Au passage, comme tous les appareils de ce style, le robot est d'ailleurs évidemment vulnérable aux modifications physiques. Donc tu peux le désactiver, tu peux désactiver Internet, tout simplement. Ça t'évitera d'être piraté. 120 champions de la tech française, pour qui et pourquoi? Le programme French Tech 120, dont l'appel à candidature se clôture vendredi, illustre les limites de la politique de soutien à l'innovation en France, en négligeant l'impact social et environnemental de la tech dans les critères de sélection. C'est une tribune très intéressante que je t'invite à lire par le collectif Tech for Good Fest. C'est vrai qu'ils ont assez raison sur ce côté social et environnemental qui n'a pas été pris en compte dans cet appel à candidature. C'est dommage. Et on termine par un petit point culture geek comme d'habitude dans mes vidéos. 3 bonnes raisons de regarder The Irishman, le dernier film de Martin Scorsese, disponible sur Netflix dès maintenant. Diffusé sur Netflix, le long métrage du réalisateur américain, inspiré de faits réels, vaut largement le détour. Alors on parle énormément de Scorsese ces dernières semaines, parce qu'il a beaucoup critiqué les films Marvel, en disant que c'était pas du cinéma. Alors est-ce que c'est du cinéma? Oui, selon beaucoup de critiques c'est un chef-d'œuvre, qui dure quand même je crois plus de 3 heures. 3 heures et demie. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont trouvé ce film extrêmement chiant et qui se sont endormis ou qui ont dû reprendre le visionnage de ce film à 2 voire 3 reprises parce qu'il fait quand même 3h30. Mais c'est un casting incroyable évidemment avec Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci notamment, Harvey Keitel. Une réalisation excellente et renouvelée pour revivre l'histoire américaine à travers les yeux d'un tueur à gages. Donc je t'invite à te faire ta propre opinion sur The Irishman, et si tu l'as déjà vu, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé, ça m'intéresse. Est-ce que je vais me lancer dans le visionnage de ce film qui dure 3h30 ? Après oui, je pense, dès que j'aurai du temps, je vais le mater. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté ou regardé Num Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transfo digitale. Tu peux me suivre sur Twitter pour des news en temps réel, mises à jour 24h sur 24 et 7 jours sur 7. NumRDV, mon compte en français, et TechRDV, mon compte en anglais sur Twitter. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Num Rendez-vous. D'ici là, je te souhaite un très bon dimanche et surtout une très bonne semaine. Salut, ciao.